Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 septembre 2025 et notre ami Scott Ritter est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Merci de m'accueillir. Merci de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Scott, commençons par le cas de Charlie Kirk. Tout le monde essaye de le présenter d'une manière qui sert sa propre perspective. Je parle ici des Israéliens, de la droite, de la gauche, et tout cela. Nous avons eu une discussion entre Tucker Carlson et J.D. Vance, où ils tentaient de trouver un terrain d'entente sur Charlie Kirk, mais ils avaient des divergences dans la façon dont ils le décrivaient. Voici ce qu'ils ont dit. Quelqu'un, nous allons devoir intervenir et combler le vide pour subvenir à leurs besoins, d'une manière que Charlie ne peut plus parce qu'il a été abattu par la balle d'un assassin. Vous savez qui j'ai vu partager ce lien? Mark Levine. Et j'ai trouvé que c'était un très bon exemple de la façon dont Charlie savait rassembler des gens de tout notre mouvement, tant que nous agissions de bonne foi. C'était ça la question. Si vous étiez de bonne foi, vous faisiez partie de son équipe. C'est exactement ça. Et la bonne foi est le critère. Et je dois dire que je pense qu'il n'y a pas de pire moment que maintenant pour s'approprier la mémoire de quelqu'un et l'émotion qui l'accompagne, l'émotion vraiment intense que nous ressentons tous face à son assassinat, et l'utiliser à des fins personnelles et étroites. Il défendait vraiment cette position. Et je pense que la raison pour laquelle Charlie a pu combler le fossé, en particulier en politique étrangère, c'est parce qu'il avait, par exemple, une véritable affection pour Israël, qu'il m'a exprimé en privé à de nombreuses reprises. Il disait des choses comme « J'aime Israël. Je ne pense pas que nous devrions nous lancer dans une nouvelle guerre sans fin, une guerre de changement de régime contre l'Iran. » Et cela me semblait tout à fait logique. Je suis d'ailleurs plutôt d'accord avec ça. Et donc ça permettait aux deux camps de lui parler parce qu'ils avaient le sentiment « Cette personne ne me déteste pas. Il n'est pas nécessaire que ça devienne existentiel. » Il ne s'agit pas de ne pas m'aimer ou d'une forme de bigoterie étrange, mais je ne pense pas qu'il soit utile que des gens interviennent, en particulier des chefs d'État étrangers, et disent « c'est pour ma cause qu'il a vécu » ou quelque chose du genre. C'est répugnant en fait. Ne faites pas ça. Ça rebute tout le monde. Vous ne servez pas votre propre cause en agissant ainsi, et c'est aussi littéralement faux. J'espère donc simplement que nous pourrons continuer, et je n'exagère pas dans l'esprit qui l'animait, c'est-à-dire un amour pour les autres, y compris ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Et ne réduisez pas cela à quelque chose d'aussi mesquin. Cela n'aide pas. Oui donc. Ensuite, il arrive et il admet que Charlie a littéralement contacté J.D. Vance et Donald Trump au sujet du conflit entre les États-Unis et l'Iran et de l'attaque. Et il était tellement préoccupé par ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais en ce qui concerne Charlie, Scott, comment l'as-tu trouvé? Comment vois-tu la façon dont beaucoup de gens essaient de le présenter? Quelle est ta perception de lui? Charlie Kirk n'a eu aucune influence sur ma vie. Charlie Kirk n'est pas un expert en politique étrangère. Charlie Kirk n'est pas un expert en affaires militaires. Charlie Kirk n'est expert en rien. Charlie Kirk avait un numéro. Son truc, c'était d'aller sur les campus universitaires et de ridiculiser les étudiants américains. Et il s'en sortait très bien. Sur ce point, on peut dire que Charlie Kirk avait raison. Le système éducatif américain avait échoué et continuait d'échouer. Et je l'ai soutenu. Je ne suis d'accord avec presque rien de ce qu'il défend, pour être honnête, car pour moi, c'est superficiel. Comme je l'ai dit, c'est pas un expert. Il donne cette impression. Il aime pontifier, articuler. Il est très habile dans la façon dont il formule les choses. Je pense qu'il fait ses recherches très soigneusement. Je ne le regardais que parce que je trouvais fascinant que des étudiants américains
puisse être aussi stupide. Mais au bout d'un moment, il y a un schéma dans ce qu'il fait. C'est très trompeur. Il vous attire. La façon dont il formule les choses vous emmène dans une direction. C'est un peu comme une voyante qui peut lire votre avenir simplement en discutant avec vous. Elle capte ceci, cela, autre chose. Et lui, il appuie sur des boutons. La plupart du temps, les étudiants étaient tout simplement trop stupides pour comprendre qu'on appuyait sur leurs boutons, et ils tombaient dans tous les pièges qu'ils tendaient. Mais ce n'est pas un expert. Et littéralement, on pourrait prendre chacun de ces arguments, faire venir un expert et les démolir un à un. Je ne suis donc pas quelqu'un qui admire Charlie Kirk. En réalité, j'ai trouvé que beaucoup de ses propos étaient troublants, très racistes. Je veux dire, je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ça. Charlie Kirk n'était pas raciste. Si, il l'était. Oui, il l'était. Il était très raciste, très xénophobe. Il exploitait les pires stéréotypes de la société américaine. Vous savez, il fait semblant d'être ce modèle de chrétien et de père de famille. Et je ne veux pas le dénigrer en tant que père de famille. Je crois qu'il aimait sa femme. Je crois qu'il avait 2 enfants formidables. Je croirais tout ce qu'on me dirait, affirmant que Charlie Kirk était un père exceptionnel. Je prends tout cela en compte pour dire, oui, il était tout cela. Mais le concept qu'il avait, le modèle auquel chaque Américain devrait aspirer, c'est du pur bullshit à 100%. Excusez mon langage. Donc, ce qui s'est passé est tragique. Tragique. Et cela n'aurait jamais dû arriver. Pour moi, il s'agit davantage de la liberté d'expression et de ce qui se passe dans un pays profondément polarisé. Vous voyez, j'avais mes désaccords avec Charlie Kirk. Pas qu'il en ait vraiment eu quelque chose à faire. Cet homme a influencé des millions de personnes. Qu'est-ce que ça peut lui faire que Scott Ritter dise « bof, non ». Mais vous savez, la façon dont j'aurais préféré gérer Charlie Kirk, c'est premièrement, soit l'ignorer, ce qui est facile à faire, honnêtement. Il suffit de ne pas regarder. Et voilà le truc. Si vous ne regardez pas Charlie Kirk, vous ne savez pas qui est Charlie Kirk. Et vous vous rendez compte à quel point Charlie Kirk est totalement insignifiant dans la grande image. Deuxièmement, et je sais que je vais recevoir des critiques là-dessus, parce que les gens, vous savez, J.D. Vance, je n'aurais pas été vice-président sans Charlie Kirk. Oui, tu l'aurais été, J.D., crois-moi. Charlie Kirk n'est pas l'idole de l'Amérique. Le sang de l'idéologie américaine ne coule pas dans les veines de Charlie Kirk, si tu vois ce que je veux dire. Mais l'autre chose, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, engagez le débat. Je veux dire, cet homme était un débatteur. Alors allez débattre avec lui. Et ce que vous constaterez, c'est que beaucoup de gens pensaient pouvoir tenir tête à Charlie Kirk. La seule chose que j'ai apprise, c'est que je ne demanderai pas un débat avec Charlie Kirk, à moins que ce soit A, sur un sujet que je maîtrise parfaitement. Et puis, j'ai fait tout un tas de préparations pour comprendre les différents pièges que Charlie Kirk tend rhétoriquement, afin de t'attirer avec certaines phrases déclencheuses qui te poussent à suivre un chemin rhétorique. Et ensuite, il te domine. Il faut donc être capable de perturber cela. Et je ne parle pas de crier ou de hurler. Je parle de trouver des contre-arguments efficaces, ce genre de choses. Mais c'est comme ça qu'il faut gérer Charlie Kirk. On ne lui tire pas dessus. Mon Dieu, qu'est devenu ce pays? Mon Dieu, c'est ça le problème avec Charlie. Je me fiche complètement de ce que Tucker Carlson, J.D. Vance ou n'importe qui d'autre veut dire à propos de Charlie. Parce que pour moi, dans ma vie quotidienne, Charlie Kirk n'a absolument aucune importance dans ce que je fais. Je le regardais parce que c'était divertissant de le voir ridiculiser des étudiants américains. J'étais stupéfait que des gens ne puissent pas tenir tête à Charlie Kirk. À part cela, si je ne regardais pas, Charlie Kirk n'avait aucun impact sur ma vie. Donc, cette idée que Charlie Kirk serait en quelque sorte la force motrice du conservatisme américain,
et de ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, je trouve cela tout simplement absurde au plus haut point. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous vivons à une époque de tueurs-imitateurs. Et je suis très inquiet que la solution désormais, face à des personnes avec lesquelles on est en désaccord, soit de leur mettre une balle dans la tête, ou dans le cou, ou où que vous vouliez mettre cette balle. C'est cela qui me dérange, en dehors de sa mort, bien sûr. Encore une fois, je ne suis pas là. Si quelqu'un pense que j'essaye de rabaisser Charlie Kirk en tant que personne, vous vous trompez complètement. Je pense qu'il croyait sincèrement en ce qu'il faisait. Il était très doué dans ce qu'il faisait. Et rien qu'en le regardant avec sa femme et ses enfants, je veux dire, c'est un homme bien. Charlie Kirk n'est pas un mauvais homme. Et la question avec les gars qui se lancent dans ce jeu de, vous savez, gagner de l'argent avec leurs paroles, c'est de savoir s'ils croyaient vraiment à ce qu'ils disaient. Ce qui est une question très importante. Parce qu'il semblait, encore une fois, j'apprends tout cela après coup, car comme je te l'ai dit, je ne le suivais pas. J'étais pas du genre à me réveiller chaque matin en me demandant « Je me demande ce que pense Charlie Kirk aujourd'hui ». Mais maintenant qu'il fait la une des journaux, il semble qu'il ait adopté une certaine position idéologique sur, disons, Israël. Et je pense que, en s'entêtant là-dessus, comme il faut le faire dans ce métier, rappelle-toi, il est dans le métier de parler, de convaincre les gens, d'essayer de les rallier. Donc lui, vous savez, une fois qu'il s'engage sur une ligne de parti, il doit s'y tenir coûte que coûte. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à réaliser qu'il s'était rangé du mauvais côté dans ce débat et qu'il y avait des enjeux réels. Parce que, souvenez-vous, la plupart de ce dont Charlie parlait n'est pas ancré dans la réalité. Je veux dire, c'est juste à la périphérie du monde réel. Ce sont des sujets émotionnels, des boutons sur lesquels on appuie, mais c'est pas la réalité concrète. Mais quand on parle d'Israël, on parle de génocide. On parle d'une nation qui bombarde d'autres nations. On parle de morts massives. On parle de la perte de souveraineté de l'Amérique. Je veux dire, nous nous sommes littéralement vendus au diable israélien. Et je pense que Charlie a commencé à se rendre compte, « Oh mon Dieu, je suis du mauvais côté de l'histoire ici. » C'était un homme qui avait clairement un cerveau et une conscience. Et c'est vraiment dommage qu'il soit mort. J'aurais largement préféré que Charlie Kirk soit encore en vie aujourd'hui, justement parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Que j'ai eu ou non une plateforme, ou même que j'en ai voulu une. Comme je l'ai dit, je ne me réveillais pas chaque matin en pensant à Charlie Kirk. Mais vous savez, si pour une raison quelconque, Mario Naufal sur X m'avait appelé en disant « Scott, j'ai Charlie Kirk qui veut débattre avec toi sur ce sujet. » Oui. Oh, carrément oui. Donnez-moi une semaine pour me préparer. Je ne veux pas y aller à moitié préparé face à Charlie Kirk, parce que je sais qu'il sera prêt. Je le respecte assez pour ça. J'ai vu à quel point il était informé, à quel point il était bien préparé. Mais c'est comme ça que j'aurais voulu affronter Charlie Kirk. Dans un débat, un vrai débat, ou alors il vaut mieux ne pas regarder. Parce que, comme je l'ai dit, je pouvais passer une journée sans Charlie. C'était pas un problème. Il ne comptait tout simplement pas dans ma vie. Maintenant, peut-être qu'il comptait dans la vie d'autres personnes. Il avait des millions de followers. Mais moi, vous savez, Tucker et JD sont actuellement dans le jeu politique. En politique, il faut surfer sur la vague de l'opinion publique. Et en ce moment, il y a tout un tas de sentiments qui circulent. Mais je veux juste que les gens réfléchissent vraiment, avant que la balle de l'assassin ne lui ôte la vie, à la place que Charlie Kirk occupait réellement dans votre vie. Je veux dire, la plupart des gens le connaissaient de nom. Mais quand vous vous réveillez le matin, est-ce que la première chose à laquelle vous pensiez était Charlie Kirk? Quand vous preniez votre café du matin, est-ce que la première chose que vous vouliez voir, c'était Charlie Kirk? Pendant la journée,
Charlie Kirk. Avant d'aller vous coucher, rêviez-vous de Charlie Kirk? Et je pense que la réponse pour la grande majorité des gens est non. Non. Nous avons donc créé ce phénomène en ce moment, un phénomène, je suppose que c'est singulier, qui est hors de contrôle, totalement hors de contrôle. Et c'est en quelque sorte dangereux ce qui se passe, parce que maintenant, l'élever à ce statut, maintenant je veux dire d'autres choses se produisent aussi. Désormais, si vous critiquez Charlie Kirk, vous êtes immédiatement, vous savez, marginalisé, privé de plateforme. Je ne parle pas de la haine. Vous savez, je ne soutiens personne qui justifie la fusillade de Charlie Kirk. D'une certaine manière, on récolte ce que l'on sème, parce que la liberté d'expression, oui, vous avez le droit de vous exprimer, mais vous avez aussi le droit d'en payer le prix. Cela signifie que si vous dites quelque chose de dérangeant, ne soyez pas surpris que les gens vous attaquent. Je ne parle pas d'action criminelle ou de tout ça, mais vous savez, si vous êtes quelqu'un qui a une présence en ligne, qui dépend du fait que les gens vous regardent, il ne faut pas s'étonner si les gens arrêtent de vous regarder. Je veux dire, qui sait, Nima? Peut-être que toi et moi serons déplatformés à cause de cette conversation que nous avons en ce moment. Je n'en sais rien. Mais il y a des gens pour qui c'est toute leur existence, et soudain, ils sont déplatformés parce qu'ils disent des choses qui ne sont tout simplement pas acceptables. On ne peut pas encourager l'assassinat. On ne peut pas encourager la violence physique, les menaces physiques. Nous sommes censés être dans un champ de bataille d'idées. Qui a la meilleure idée? Qui peut mieux l'exprimer? Et apparemment, Charlie Kirk était vraiment doué dans ce qu'il faisait. Et c'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas continuer. C'est encore plus triste qu'il ne soit plus là pour sa femme, ses enfants et ses amis. D'après tout ce qu'on raconte, c'était un type bien. Je veux dire, je n'ai encore vu personne dire « Charlie Kirk est un mauvais gars ». C'est un type méchant. Peut-être qu'il l'était. Je ne sais pas. Mais tout ce que je vois et lis à son sujet, c'est qu'il était quelqu'un de sympa, le genre de personne avec qui on aimerait traîner. Franchement, j'aimerais traîner avec Charlie Kirk. Pas pour débattre, mais juste pour l'écouter. Je veux dire, ce gars était éloquent. Ce serait plutôt cool d'être dans une pièce et d'écouter Charlie Kirk parler. Mais ensuite, je rentrais chez moi et je réaliserais que tout ce qu'il a dit n'a absolument aucun impact sur ma vie. Et c'est la réalité. Scott, ce qui m'a vraiment stupéfié après l'assassinat, c'est que Donald Trump est sorti et a déclaré, avant même qu'on ait trouvé l'auteur du meurtre, que c'était la gauche radicale. Puis ils l'ont trouvé, et Donald Trump n'a pas répété ce genre de rhétorique. Mais d'une certaine manière, c'est incroyable pour moi de voir J.D. Vance aller dans cette direction, en rejetant la faute sur la gauche. Et en quoi cela va-t-il aider la société? Parce que lorsque vous êtes vice-président des États-Unis, vous voulez rassembler ces différentes factions dans un moment aussi chaotique. On ne va pas dans une direction qui divise encore plus les gens. Je veux dire, en théorie, tu as raison. Le vice-président devrait rassembler les gens. Mais ce n'est pas ce que fait cette administration. Ce n'était pas non plus le cas de l'administration précédente, Joe Biden et Kamala Harris. Ils se concentraient sur le fait de blâmer l'extrême droite. Et maintenant, le balancier est reparti dans l'autre sens, et ceux qui sont au pouvoir vont blâmer l'extrême gauche. Nous n'avons plus de président qui tendent la main à l'autre camp et essayent de panser les blessures. Il s'agit désormais de maintenir une marge de soutien populaire. L'objectif n'est pas de rallier tous les Américains. L'objectif, c'est d'en avoir assez de son côté pour gagner la prochaine élection. C'est tout. Ils ont donc une base, un socle très solide, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de travailler sur la marge. Et c'est exactement ce qu'ils font ici.
Ils travaillent sur la zone tampon pour grignoter la gauche. Ils ne réussiront jamais à rallier 60% de l'extrême gauche, des progressistes, ou peu importe comment on veut appeler l'opposition. Ils sont aussi profondément ancrés que les partisans de MAGA de l'autre côté. Tout comme le clone de Biden ne convaincra pas les partisans de MAGA. Donc ce qu'on recherche, c'est ce centre mou. Et comment l'influencer? Ce qu'ils font en ce moment, c'est jouer sur les émotions suscitées par ce qui semble être une tentative d'assassinat à motivation politique. Ils vont donc accuser la gauche sans se soucier de chercher la vérité. Parce qu'au fond, l'enquête est toujours en cours. Je ne pense pas qu'on ait une confession expliquant pourquoi cela s'est produit. Et il y a tout simplement beaucoup d'informations qui circulent. Normalement, on s'attendrait à ce qu'un homme politique ne dise rien. Aujourd'hui, nous pleurons Charlie et nous prions pour sa femme et ses enfants. Mais je vais m'abstenir de tout commentaire supplémentaire en attendant les résultats de l'enquête. Les gens doivent se rappeler qu'il s'agit d'un crime. C'est un meurtre. Je ne suis pas avocat de la défense. Mais j'imagine que si le président et le vice-président des États-Unis commencent à faire des déclarations sur les intentions, etc., qui s'avèrent fausses, cela revient à polluer le jury potentiel. La meilleure chose à faire, c'est de se taire, d'être honnête, surtout quand on est en position de pouvoir. Il faut juste se taire. Dire non, nous allons attendre les résultats de l'enquête. Il y a un suspect en garde à vue. Je vais laisser les forces de l'ordre gérer la situation pour l'instant. Pour le moment, toutes nos pensées et prières vont à l'épouse de Charlie, à ses enfants et à sa famille. Essayons de garder nos émotions sous contrôle pendant cette période. Réfléchissons au fait qu'une voix a été réduite au silence, et nous devons nous assurer qu'aucune autre voix ne soit réduite au silence à ce stade. La liberté d'expression est un aspect fondamental de l'Amérique. Ce genre de bêtises politiques peut être diffusé. Quand je dis bêtises, c'est sincère. Mais je veux dire que les politiciens sont un peu connus pour ne rien dire. C'est vraiment le bon moment pour que les politiciens ne disent rien, parce qu'il y a une enquête sur un meurtre, et il faut qu'elle soit menée correctement. On ne veut rien faire qui puisse créer une faille juridique ou des choses de ce genre. Scott, nous avons assisté à l'attaque israélienne sur Doha, et Donald Trump a appelé la direction du Qatar, l'émir du Qatar. Il a déclaré que ce genre d'attaque ne se reproduirait plus jamais. Et quelques heures après les propos de Donald Trump, Netanyahou est intervenu en disant « Nous allons recommencer encore et encore jusqu'à ce que nous atteignions la cible, que nous les tuions et que nous les détruisions. » Donc si j'étais au Qatar, je me demanderais « Qui sommes-nous pour Donald Trump? Qui va nous assurer la sécurité? Nous avons tant investi, nous avons tout fait pour les États-Unis. Mais qui nous transmet le message principal? Est-ce Donald Trump qui affirme qu'il n'y aura plus d'attaques? Ou Netanyahou qui est plus honnête sur les attaques, en disant que de nouvelles attaques auront lieu sur notre sol? Que se passe-t-il? Parce qu'il y a eu un sommet au Qatar, où l'on a vu tous ces pays se réunir. L'Iran, la Syrie. Je n'aurais jamais pensé que ces deux pays participeraient au même sommet. Quelle est votre compréhension de la situation au Moyen-Orient et de la façon dont ils perçoivent Donald Trump et son administration? Je pense qu'il y a le discours public, et puis il y a la réalité. Au fond, tu as entièrement raison. Netanyahou, d'abord pour changer le comportement israélien, il faut être capable de le dissuader. Cela signifie qu'Israël doit comprendre que, s'ils font quelque chose, le prix à payer est bien supérieur aux avantages qu'ils en retirent. Ainsi, il pourrait se dire qu'il vaut mieux ne pas le faire. On peut exercer une pression militaire, mais tu sais, les États-Unis ne vont pas bombarder Israël pour les dissuader. Mais il y a aussi la pression politique et économique. Et tu sais, le fait que les États-Unis n'aient rien fait ne fait que souligner qu'ils étaient de mèche avec Israël.
C'est-à-dire que nous savions qu'ils allaient le faire. Donald Trump ment effrontément. Il n'y a absolument aucune chance que les Israéliens aient lancé cette opération sans que les États-Unis soient au courant à l'avance. Et pire encore, de mon point de vue, ils ont activement collaboré avec les Israéliens pour déconflicter l'espace aérien, etc., afin de s'assurer que cette attaque se déroule sans accroc. Bien sûr que nous savions. Donc il ment, le président. S'il ne mentait pas et qu'Israël a fait cela, alors si nous ne faisons rien, comme rappelait notre ambassadeur, mettre fin à toute aide financière, faire savoir à Israël que non, vous n'avez pas le droit d'attaquer les amis et alliés des États-Unis, qu'il y aura un prix à payer et qu'il sera très très sévère. Parce que c'est la seule façon pour qu'Israël comprenne. C'est tout. S'ils se disent « Oh mon Dieu, le prix que nous payons pour les bombarder est horrible. Nous ne pouvons plus nous le permettre. La prochaine fois que le Hamas apparaîtra à Doha, nous ne les bombarderons pas parce que nous comprenons que les États-Unis nous tomberont dessus comme une tonne de briques. » Mais cela ne s'est pas produit, donc Israël n'est pas dissuadé, et Israël continuera. C'est comme un enfant gâté. L'enfant fait une crise de colère et il ne se passe rien, ou bien l'enfant est récompensé. Il y a pratiquement 100% de chances que l'enfant refasse une crise de colère. Ici, Israël a fait une crise de colère et a été récompensé par une visite du département d'État. Le secrétaire d'État Marco Rubio allant au mur des lamentations, priant, glissant des petits papiers et faisant d'autres stupidités pour montrer aux Israéliens que, mon Dieu, nous vous aimons. Continuez comme ça. Quoi que vous fassiez, c'est bon. Israël n'a rien appris. Mais l'autre chose qu'Israël a apprise, c'est que le monde arabe est inutile. Franchement. Vous savez, les Iraniens sont intervenus et ont dit la bonne chose. Nous devons nous unir. Il faut qu'Israël paie un prix. Le monde arabe ne l'a pas fait. Je veux dire, le Liban, c'était horrible. Non, non, il nous faut la paix avec lui. Le Liban a été occupé, bombardé, il y a des bombardements en cours. Je veux dire, ce Liban-là doit partir, disparaître, en finir. C'est dégoûtant. Mais c'est ce que fait le Liban. Tous les autres, le Qatar. Pourquoi n'appelez-vous pas à une action militaire? Vous avez été bombardé. Non, vous allez juste faire un petit caprice et ne rien faire. Oh, nous n'allons pas acheter espagnol. Ou alors, oui, nous n'allons pas acheter américain. Et vous savez, bla 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 bla. Qu'est-ce que vous allez acheter? Tu reviendras parce que tu n'as pas le choix. Le Moyen-Orient est totalement subordonné. Ce que nous avons vu ici, c'est que le Moyen-Orient s'est totalement subordonné aux États-Unis d'un point de vue sécuritaire. Il n'y a pas d'alternative. Donc ce que nous avons vu lors de cette grande conférence, c'est ceci. Elle certifie littéralement la faiblesse collective et l'impuissance du monde arabe. Parce que, soyons francs, il y a aujourd'hui un génocide à Gaza, un génocide contre les Arabes, et le monde arabe ne fait absolument rien. Il s'en fiche. Le Yémen est en train d'être bombardé en ce moment, et le monde arabe ne fait rien. Il s'en fiche. Damas a été bombardé la nuit dernière. Il s'en fiche. Le Liban est bombardé quotidiennement. Il s'en fiche. Demain, Israël pourrait bombarder Riyad. Le monde arabe est inutile. Les dirigeants arabes sont inutiles parce qu'ils ont tous vendu leur âme aux États-Unis et ils ont une peur bleue d'imaginer la vie sans l'Amérique. Donc ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. 2,5 milliards d'Arabes pourraient rayer Israël de la carte dès demain s'ils le voulaient. Faites avancer l'armée égyptienne. Demandez aux Iraniens de supprimer Israël avec leurs missiles. Faites venir les Turcs par le nord. Israël disparaît en une semaine, physiquement disparu. Supprimer n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Mais ils ne le feront jamais, parce qu'ils ne peuvent pas tenir tête aux États-Unis.
Ils ne peuvent pas imaginer la vie sans l'Amérique. Ils sont tous devenus dépendants du dollar américain, de la connectivité économique américaine. Donc vous savez, le monde arabe a creusé sa propre tombe. Israël vous bombardera à nouveau et il ne se passera absolument rien, parce que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Littéralement, c'est de cela qu'il s'agissait lors de cette réunion à Doha. C'était la preuve irréfutable que le leadership arabe d'aujourd'hui ne représente rien. Absolument rien. Le Qatar a été attaqué. Il ne s'est absolument rien passé pour Israël. Not a damn thing happened to Israel. Scott, we know that if you remember, Scott, si tu te souviens, si tu te rappelles ce qui s'est passé avant le 7 octobre, je pense que le 7 octobre a été un tournant pour la situation au Moyen-Orient. Mais avant cela, il y avait l'Iran. Tu te souviens du conflit entre les Houthis d'un côté et les États-Unis avec l'Arabie saoudite de l'autre. Ils bombardaient le Yémen et tout cela. À cette époque, l'ennemi principal pour les États arabes était l'Iran, avec le Yémen. On ne voit plus cela aujourd'hui au Moyen-Orient. Ce qui s'est passé depuis le 7 octobre a totalement changé la donne au Moyen-Orient, non seulement aux yeux des États arabes, mais aussi aux yeux des Israéliens. but also in the eyes of Israelis as well. Because today, what we hear from the Israelis, Parce qu'aujourd'hui, ce que nous entendons des médias israéliens, voici ce qu'a dit le ministre israélien des Affaires de la diaspora. Il a déclaré que le nouvel axe du mal, c'est la Turquie, la Syrie et le Qatar. Vous savez, on s'engage sur une voie où il n'y a pas de fin à ce genre d'escalade. Comment peut-on ramener de la raison dans ce type d'argument? Ce n'est pas l'Iran. Les nouveaux ennemis sont le Qatar et la Turquie. Comment se fait-il que la Turquie fasse partie de l'OTAN? Comment peut-on associer ces deux choses? Et les États-Unis viennent soutenir Israël. and the United States coming in support of Israel. Again, what price will Israel pay? Encore une fois, quel prix Israël va-t-il payer? Aucun. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tant que les États-Unis les soutiennent, il n'y aura aucun prix à payer. It'll be paid. La Turquie a-t-elle les moyens d'affronter les États-Unis, de réellement s'engager dans une confrontation physique avec Israël? La Turquie veut être une puissance régionale, un centre énergétique. Pour que cela se réalise, elle a vraiment besoin d'accéder aux immenses champs gaziers au large des côtes israéliennes. C'est cette ressource qui rendra cela possible. On ne peut pas y parvenir si une rupture fondamentale des relations, comme une guerre, devait se produire. Le Qatar, compte-t-il, du gaz, de l'argent? C'est tout? La grande armée qatari va-t-elle vraiment traverser la région pour affronter Israël? It's the great. Got our army going to come rolling across and take on Israel? No. Qatar can't even defend itself. Non. Not the United Le States. Qatar ne peut même pas se défendre sans les États-Unis. Aucun de ces pays ne le peut. Je veux dire, Israël pourrait simplement continuer à faire cela. Vous savez l'axe Égypte, Arabie Saoudite et Koweït. Qu'est-ce que l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Koweït vont faire à ce sujet? Rien. Vous savez l'axe Syrie-Irak, Émirats Arabes Unis. Je l'invente à l'instant. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez mettre n'importe quelle combinaison que vous voulez. Israël peut dire ce qu'il veut, et toutes les nations restent là, impuissantes, impuissantes. Israël pourrait bombarder Ankara aujourd'hui et s'en sortir parce que les Turcs ne feraient absolument rien, parce qu'ils ne le peuvent pas. Que peuvent-ils faire sans rompre avec les États-Unis? Et ils ne sont pas prêts à le faire. A divorce with the United States, and they're not willing to do that. The only way you stand up to Israel is if you get enough. La seule façon de tenir tête à Israël, c'est d'obtenir suffisamment de nations prêtes à rompre fondamentalement leurs relations avec les États-Unis, puis de demander des comptes à Israël. Parce que là, vous défiez les États-Unis. Voyez, c'est le talon d'Achille des États-Unis. Nous pouvons isoler les nations arabes une par une, mais nous ne pouvons pas toutes les isoler. Si aujourd'hui le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie disaient « C'est fini, c'est terminé, nous allons éradiquer physiquement Israël ». Et l'Amérique, si tu interviens, alors tu interviens jusqu'au bout, mon vieux, parce que nous irons jusqu'au bout. Et tu sais, tu perdras tout. C'est fini. L'Amérique ne peut pas répondre. Où allons-nous trouver les troupes?
les retirer d'Europe. Where are we going to get the troops? Pull them out of Europe? All 100,000 of them? Les 100 000, vraiment. Rappelez-vous, il a fallu environ 750 000 soldats pour vaincre l'Irak en 1991. Nous avons pu intervenir avec un peu moins que cela après avoir affaibli l'Irak par une décennie de sanctions économiques en 2003. Mais pour intervenir et affronter réellement les armées avancées de ces Nations réunies, nous ne pouvons pas faire cela. Nous n'avons pas les ressources nécessaires. C'est ce que cette conférence aurait dû faire. Ils auraient dû se lever collectivement et dire à l'Amérique, vous avez le choix. Soit vous vous joignez à nous pour punir Israël, pour rétablir la dissuasion. Nous ne demandons pas l'éradication d'Israël. Nous voulons simplement qu'Israël comprenne qu'il ne pourra plus jamais, jamais, jamais refaire cela. Il doit donc payer un prix très, très lourd. So they must pay a very, very heavy price. You can either join us in doing that. Vous pouvez soit nous rejoindre pour faire cela, soit nous allons le faire et nous allons vous exclure. Nous avons décidé que nous ne voulions plus de vous. Vous êtes incompatibles avec notre vision de la sécurité dans la région et que vont faire les États-Unis. Nous ne pouvons pas les affronter collectivement. Mais tant que les Arabes continuent de jouer à ce jeu stupide de ne pas vouloir affronter les États-Unis, nous les divisons et les affaiblissons. Vous savez, dès qu'un camp se plaint, nous l'isolons et nous disons « Ah, vous ne voulez pas être seul. Tout le monde a peur. Oh, nous ne voulons rien faire qui puisse déplaire à l'Amérique. » Et c'est la plus grande démonstration de faiblesse collective que j'ai vue depuis longtemps. Cette petite conférence pathétique qu'ils ont organisée. This pathetic little conference they had. Vous pensez que, je dirais même que les États-Unis en bénéficieraient s'ils décidaient d'aller dans cette direction. Ne pensez-vous pas que cela profiterait aux États-Unis et à leur présence dans la région? Well, it could achieve a Eh bien, cela pourrait permettre d'atteindre un objectif stratégique de nous désengager du Moyen-Orient. Mais cela crée aussi un vide qui pourrait être comblé par des inconnus. Et c'est là le problème. Je pense que la meilleure voie pour l'Amérique est de se désengager puis de jouer un rôle actif dans la définition de ce à quoi ressemblera le Moyen-Orient afin d'éviter les surprises, afin que nous sachions à quoi nous avons affaire. Mais simplement, vous savez, se retirer sur un coup de tête, cela crée un vide. Et ce genre d'incertitude mène toujours à des problèmes. that kind of uncertainty always leads to problems. Scott, en ce qui concerne le cas de l'Ukraine, il y a eu un article dans Politico affirmant que l'UME ne pourra pas se passer des ressources énergétiques russes malgré la pression de Donald Trump. Donc, ils veulent acheter du pétrole russe. Ils veulent poursuivre le conflit. Comment percevez-vous la façon dont Donald Trump parle et communique avec les Européens? Qui va avoir le dessus? Jusqu'à présent, ce que nous avons vu de l'administration semble indiquer qu'ils essayent de mettre la pression. D'un autre côté, il semble que les dirigeants européens disposent d'une certaine, je ne sais pas si cet avantage vient de l'establishment aux États-Unis, ou s'ils parviennent à manipuler l'administration Trump. I think they've been trying to manipulate the Trump administration, and Je pense qu'il avait essayé de manipuler l'administration Trump. Et encore une fois, il est très difficile de se mettre dans la tête de Donald I Trump. think he put himself in a trap. Voilà, j'y vais. Je pense qu'il s'est mis lui-même dans un piège. Ce qui est amusant, c'est que si vous écoutez Donald Trump assez longtemps, vous vous rendez compte que parfois, il dit en fait la vérité. Je pense que la vérité, c'est qu'il pensait que mettre fin à cette guerre serait beaucoup plus facile que cela ne l'a été. Et maintenant, il n'a plus d'options, plus de plans, et il est très frustré. Il reconnaît que la Russie ne va tout simplement pas céder ou se montrer malléable. Vous savez, il ne va pas arriver et réformer la Russie. La Russie a son point de vue, et elle va s'y tenir. Donc, soit vous rentrez la queue entre les jambes et vous partez, ce qui est un signe de faiblesse, soit vous obtenez le même résultat
en donnant l'impression d'être fort et en posant des conditions qui ne pourront jamais être remplies. Et puis quand elles ne le sont pas, vous dites, eh bien, si vous n'êtes pas sérieux, alors on s'en va. Vous savez, les conditions sont, nous allons faire ceci, cela, et nous allons aller à 100% ici, 50% là. Nous allons tout arrêter, nous allons effondrer l'économie russe. Mais vous devez faire comme nous, tout en sachant très bien que l'Europe ne peut pas le faire. Donc on crée les conditions de l'échec. Mais ensuite, quand on retire la prise, comme je pense que les États-Unis vont le faire, on blâme l'Europe et on rejette la faute sur elle. Et je pense que c'est là où nous en sommes actuellement. Je pense que Trump reconnaît qu'il ne peut pas aller plus loin avec la Russie. Et en ce qui concerne le conflit en Ukraine, il y a beaucoup de choses qu'il veut faire avec la Russie qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Mais il ne peut pas y parvenir tant que la question ukrainienne n'est pas réglée. Il a donc créé cette position contradictoire. Je veux être ami avec la Russie. Mais d'abord, je vais effondrer leur économie. Ce genre de choses. Sachant qu'il n'y a aucune chance que ces déclarations deviennent réalité, et donc en lui offrant la porte de sortie qu'il recherche réellement, c'est-à-dire se désengager de ce conflit, tout en sachant que l'Europe est incapable de se tenir debout toute seule. Si les États-Unis se désengagent complètement, l'Europe n'a pas d'autre choix. Et c'est pourquoi on assiste actuellement à tous ces jeux en Pologne. Ce sont les actes de personnes désespérées qui essaient de maintenir les États-Unis impliqués, de façonner les événements, de créer un récit suffisamment fort pour provoquer la colère de ce président afin qu'il reste engagé, au lieu de suivre la voie du désengagement sur laquelle il semble s'engager en ce moment. Pensez-vous que Donald Trump veuille vraiment agir concernant l'Ukraine? Ou bien, parce qu'au fil du temps, il semble que dans l'esprit des Russes, avec la nouvelle escalade, vous savez, on parle de ce qui s'est passé en Pologne, et on voit que Washington est resté tellement silencieux à ce sujet. On voit de plus en plus de pays européens déclarer que la Russie les attaque. Donald Trump, d'une certaine manière, il n'a pas, si c'était, disons-le ainsi. S'il y avait vraiment quelque chose, Donald Trump sortirait et dirait « Les Russes tuent des civils en Ukraine ». À chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important, il vient critiquer la Russie. Mais quand l'autre camp fait quelque chose pour manipuler la situation, on ne voit pas Donald Trump sortir et s'exprimer directement sur ce qui s'est passé. En quoi cela va-t-il aider? How is that going to help? Help who? Aider qui? How is that Comment cela va-t-il aider la situation avec la Russie? Parce que les Russes observent le comportement de Donald Trump. Again, I'm always loath to speak on behalf of Russia. Encore une fois, je suis toujours réticent à parler au nom de la Russie, car je ne suis pas russe. Mais ce que je dirais, c'est ceci. Les Russes comprennent la réalité politique qui existe aux États-Unis. Et ils comprennent les limites de ce que Trump peut dire et faire. Ils savent aussi qu'une grande partie de ce qu'il fait relève du théâtre. Donc ils ignorent 9/10 de ce qu'il dit. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Les Russes, encore une fois, m'inentrent parler pour eux. Mais je n'imagine pas que les Russes, à l'heure actuelle, soient en train de paniquer. I can't speak for them, but I don't imagine the Russians at this point in time are panicking. I think they understand that Trump's in a very, very difficult. Je pense qu'ils comprennent que Trump se trouve dans une situation très, très difficile, qui doit dire ce qu'il faut pour s'en sortir. Et les Russes laisseront les actes parler plus fort que les mots. Trump peut parler de faire ceci, cela et autre chose, mais tant qu'il ne le fait pas réellement, c'est comme s'il n'avait rien dit. Donc je pense que c'est ainsi que les Russes abordent la situation. Je pense qu'ils ont suivi un cours magistral sur la politique de Trump, la logique de Trump, la Trumpologie. Mais non,
Je ne vois pas les Russes surréagir ou réagir de manière excessive à quoi que ce soit venant des États-Unis en ce moment. Anything that comes out of the United States right now. We've learned from the news that Nous avons appris dans les médias que la Grande-Bretagne a officiellement pris le commandement des troupes ukrainiennes. is the case. Pensez-vous que ce soit réellement le cas, ou est-ce qu'ils inventent des choses et que cela ne se passe pas en Ukraine? Parce que si c'était vrai, ce serait une énorme escalade de la part des Ukrainiens de laisser les Britanniques venir et prendre le contrôle de tout. To let Brits coming in and capturing everything. Well, I mean, the Brits are already, Je veux dire, les Britanniques dirigent déjà ce combat depuis Ramstein et ailleurs. Donc je ne comprends pas ce que les gens disent qui se passe et qui ne se passait pas déjà. Je ne pense pas qu'au niveau du bataillon, les commandants de bataillon soient britanniques. Je pense qu'ils sont ukrainiens. Je pense que les commandants de brigade sont ukrainiens. Je pense que les commandants de corps sont ukrainiens. Je pense que le commandant de l'armée ukrainienne est ukrainien. Je pense qu'il y a des conseillers britanniques attachés à ces différents niveaux et qu'ils donnent des conseils et qu'ils sont influents. Mais je ne crois pas que l'Ukraine ait confié les responsabilités tactiques et opérationnelles aux Britanniques. tactical and operational responsibilities to the British. I think the British are there as strategic advisors, big picture. Je pense que les Britanniques sont là en tant que conseillers stratégiques, des conseillers pour la vision d'ensemble, mais pas comme « c'est une armée par procuration ». Nous le savons. Nous savons que c'est une armée par procuration. Donc je ne comprends pas pourquoi tout le monde est surpris d'apprendre que l'armée ukrainienne répond aux directives, à la vision stratégique des Britanniques. Ce sont les Britanniques, après tout, depuis 2023, qui ont pris la tête du Conseil à l'armée ukrainienne. Ce sont eux qui dirigent le programme pour maintenir l'Ukraine dans le combat. Donc oui, il devrait y avoir des officiers britanniques sur place, si c'est le cas. Mais l'idée que tout le monde va soudainement parler avec un accent de Sandhurst et saluer comme les grenadiers de la reine, non, ce n'est pas le cas. You mean, Scott, who's Tu veux dire, Scott, qui fournit les commandants à l'Ukraine? Sont-ils tous britanniques, français? Est-ce qu'il y a des commandants allemands là-bas pour les aider? Parce que c'est un vrai chaos quand on regarde l'Ukraine. On voit différentes armes arriver en Ukraine, différents systèmes arriver en Ukraine. Le commandant est en quelque sorte ukrainien, mais juste en dessous de lui, on voit différents mercenaires ou commandants de différents pays qui se rassemblent. Je me souviens d'une fois où j'ai parlé avec le colonel Wilkerson. Il disait que dans chaque mission qu'ils avaient avec d'autres pays de l'OTAN, je parle de pays de l'OTAN travaillant ensemble, c'était un vrai désordre. Il semble que ce qui se passe en Ukraine soit encore pire que ça. Oui, structurellement, bien sûr, c'est très compliqué. Tout d'abord, l'armée ukrainienne était principalement composée d'équipements hérités de l'époque soviétique, modernisés et améliorés. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que l'Occident a apporté une sorte de mélange hétéroclite de matériel occidental, que ce soit des chars américains, M1, des Challenger britanniques, des Léopards allemands ou des chars AMX venus de France. Sur le plan logistique, c'est un cauchemar à gérer. En termes de formation, c'est problématique. Mais c'est la réalité de cette approche multinationale pour soutenir le conflit ukrainien. Du point de vue du commandement et du contrôle, les Britanniques ont désormais pris la direction des opérations. Ils dirigent Ramstein, et je crois qu'ils sont les principaux conseillers lorsque l'armée ukrainienne élabore ses plans de guerre. Nous avons vu cela à Kharkiv, lorsque l'armée ukrainienne est entrée dans la ville. Les Russes qui leur faisaient face disaient « Nous avons affaire à un tout autre ennemi ici. Nous faisons face à un ennemi qui dispose d'une intégration satellitaire complète, de renseignements en temps réel, de points de décision générés par l'IA, de nouvelles armes, de nouvelles tactiques, de tout nouveau. Ensuite,
les Russes ont procédé à tuer tout le monde. Mais, vous savez, c'est un système dirigé par l'OTAN et dominé par les Britanniques. Et je pense que vous voyez cela se reproduire dans le reste de l'Ukraine. C'est simplement la réalité. Quand votre armée a été reconstruite 6 fois, je crois que c'est le cas maintenant. L'armée ukrainienne a été reconstruite 6 fois au cours de ce conflit. Et à chaque fois, elle abandonne de plus en plus sa souveraineté et devient de plus en plus une armée par procuration. Je veux dire, souvenez-vous, c'est Ursula von der Leyen qui s'est vantée en disant que l'armée ukrainienne est la première armée européenne. Qu'a-t-elle voulu dire par là? Et ensuite, il faut l'utiliser judicieusement. Encore une fois, parfois, il suffit d'attendre. Les personnes qui ne disent pas habituellement la vérité finissent par la dire. Et je pense qu'Ursula von der Leyen disait la vérité. L'Ukraine est la première armée de l'Europe, une armée européenne. Cela ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Cela ne veut pas dire que c'est bien. Cela signifie simplement que ce n'est pas une armée ukrainienne. Et au moins, maintenant, nous avons la chef de l'Union européenne, la Commission européenne, qui le reconnaît. Lorsque Donald Trump affirme que nous pouvons faire s'effondrer l'économie russe si l'Europe accepte de suivre notre plan visant à imposer des tarifs à la Russie et à empêcher l'Europe de recevoir du pétrole russe, je suppose que l'objectif final concerne l'armée russe. Pensez-vous qu'ils vont y parvenir s'ils y arrivent? Supposons que l'administration Trump parvienne à atteindre son objectif principal, à savoir empêcher les Européens de recevoir du pétrole russe. Comment cela va-t-il affecter l'armée russe? Je ne pense pas que cela aura un impact sur l'armée russe. Il pourrait y avoir quelques pénuries de carburant provoquées par ces attaques de drones ukrainiens contre diverses capacités de raffinage en Russie. Mais l'armée russe est entièrement financée, entièrement équipée, entièrement soutenue. Le danger vient du secteur civil de l'économie russe. Il y a des rapports indiquant qu'en raison de la guerre, il y a des pénuries d'emplois. C'est pourquoi les Russes cherchaient à mettre en place des dispositifs de visas spéciaux pour permettre à des étrangers de venir et d'aider à combler le manque de main-d'œuvre. La semaine dernière, j'ai eu une conversation fascinante avec un directeur des finances internationales à MGIMO, qui est la grande université de politique étrangère. C'est là que tous les diplomates sont formés. Donc, cet homme est quelqu'un de sérieux. L'une des choses que Trump et ses conseillers doivent comprendre, c'est qu'en ce moment, la Russie joue encore le jeu du « nous sommes un pays capitaliste ». Leur économie est donc encore organisée et fonctionne selon un modèle classique de type capitaliste. Mais ce que la Russie est tout à fait capable de faire, c'est de passer à ce qu'on appellerait une économie de mobilisation, c'est-à-dire de se détacher des concepts du capitalisme et d'adopter un mode économique purement stalinien. Ce modèle a été adopté pour la dernière fois dans les années 1930, lorsque Staline a industrialisé l'Union soviétique, d'ailleurs face à d'énormes sanctions internationales et à des tentatives d'isoler l'Union soviétique. Et la manière dont Staline a surmonté cela, c'était grâce à cette économie de mobilisation. La Russie pourrait très facilement, si sa survie existentielle était en jeu, basculer dans une économie de mobilisation. Les États-Unis n'en seraient jamais capables. Mais la Russie le peut, et c'est là l'erreur fatale dans la réflexion de Scott Ritter. Car pour amener la Russie à cet état, les États-Unis devraient perturber à ce point l'ordre mondial que, vous savez, il faut parfois faire attention à ce que l'on souhaite. Non seulement l'économie russe ne s'effondrerait pas, et elle ne s'effondrera jamais, mais elle évoluerait vers quelque chose qui la couperait totalement des sources d'influence occidentales.
Mais le contre-coup pour les États-Unis pourrait entraîner l'effondrement de l'économie américaine. Je le répète une fois de plus, l'économie russe ne s'effondrera jamais, parce qu'en fin de compte, les Russes ont la capacité de passer à une économie de mobilisation à la Staline. L'économie américaine ne peut pas faire cette transition, et nous subirons un contre-coup en essayant de nous attaquer aux Russes. Car pour réussir, nous devrons nous aliéner l'Inde et la Chine. Nous allons provoquer d'énormes perturbations. Et le contre-coup pour nous pourrait être fatal, économiquement. Donc non, je ne pense pas que l'économie russe soit en danger de s'effondrer de sitôt, voire jamais. Je crois effectivement qu'une pression peut être exercée sur l'économie américaine, ce qui pourrait nuire à notre santé économique collective. Encore une fois, je dois rappeler aux gens que je ne m'appelle pas Michael Hudson et que je ne suis pas économiste. Donc je laisse ce sujet à des personnes plus compétentes que moi. Mais je dirais ceci à propos de l'économie russe. Elle a la capacité d'adopter une posture stalinienne face au monde. Et par là, j'entends qu'on ne la fera jamais s'effondrer. La Russie est autosuffisante en ressources. C'est donc l'une des rares nations qui peut réellement s'isoler derrière un mur et continuer à fonctionner. D'ailleurs, je pense qu'avec l'Inde et la Chine, puisque ces deux pays sont si importants pour l'économie russe, ils se rapprochent de la Russie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la participation de militaires indiens aux exercices russes. Ils appellent cela Ouest 2025. Beaucoup de personnes dans les pays de l'OTAN s'inquiètent de ce qui se passe entre l'Inde et la Russie, car ils considèrent la Russie, d'une certaine manière, comme un médiateur pour améliorer également la relation entre l'Inde et la Chine. Écoutez, l'Occident a tellement mis l'accent sur le potentiel d'utiliser l'Inde comme élément perturbateur pour les BRICS. S. Letnick, le conseiller commercial, qui a carrément dit « Nous allons retirer le I des BRICS. Nous allons le retirer. Nous allons faire s'effondrer le groupe. Il va tomber. » C'est le fantasme qui existe, l'idée d'exploiter la friction entre l'Inde et la Chine pour briser les BRICS. Mais je pense qu'en ce moment, ce que l'on voit, c'est que l'Inde dit simplement « comptez sur nous » et la Russie joue un rôle de médiateur efficace entre l'Inde et la Chine. And Russia is serving as an effective mediator between India and China. Now we have a situation where, Nous sommes maintenant dans une situation où, si nous essayons de faire s'effondrer l'économie russe en nous attaquant aux ventes de pétrole russe, nous avons échoué. Parce que pour les Indiens, 40 à 42% de leurs achats de pétrole proviennent désormais de Russie. La Chine, le gazoduc Force de Sibérie 2 est en construction actuellement, c'est verrouillé. Je pense que pour la Russie, vous savez, le train est déjà passé. L'Inde et la Chine ont déjà décidé de la direction qu'elles allaient prendre, et ce sera les États-Unis qui finiront isolés ici. C'est pourquoi, à mon avis, on voit Trump émerger, car il ne s'agit pas seulement de couper les liens avec l'Ukraine, n'est-ce pas? Il s'agit de résoudre toute une série d'autres problèmes, car nous avons essayé de régler le conflit en Ukraine en notre faveur, en utilisant l'influence que nous pensions avoir sur l'Inde, la Chine, etc. Et cela s'est retourné contre nous. Ainsi, non seulement nous n'avons pas réussi à obtenir un résultat qui serait souhaitable pour nous en ce qui concerne l'Ukraine, mais nous nous sommes également affaiblis vis-à-vis de l'Inde et de la Chine d'un point de vue géopolitique. C'est pourquoi je pense que le président pourrait être désireux de se désengager de l'Ukraine, afin que cela nous permette de résoudre tous ces autres problèmes et de simplifier la nature de la relation que nous souhaitons entretenir avec la Chine, l'Inde et la Russie. Quels signaux la Russie et la Chine reçoivent-elles de ce qui s'est passé à Doha selon vous? Encore une fois, je ne peux pas parler en leur nom,
Mais si je les conseillais, je dirais simplement que nous devons être impliqués, mais il n'est pas nécessaire de l'être de manière décisive, car ces gens ne défendent aucune valeur. Nous pouvons, vous savez, développer des relations individuelles. Par exemple, la Russie et la Chine collaborent actuellement avec l'Iran. Mais même cela est compliqué. Ce n'est pas aussi simple que, vous savez, ce n'est pas comme si l'Iran et la Russie disaient « Hey, nous sommes du même côté ici ». Vous voyez, il y a des complexités. C'est pareil avec la Chine. Mais ce que je dirais aux Russes et aux Chinois, si j'étais leur conseiller, c'est qu'il n'y a pas de vide à combler pour nous à ce stade. Parce que nous avons un monde arabe très faible. Un monde arabe très faible. Et nous avons un Israël qui ne peut pas être dissuadé. Voulons-nous vraiment nous engager à établir un moyen de dissuasion contre Israël avec les États-Unis de l'autre côté? Je pense que la Russie et la Chine doivent agir avec beaucoup de prudence, prendre du recul et évaluer en permanence, chercher des opportunités qui pourraient se présenter. L'idée selon laquelle vous savez, oh, un vide est en train de se créer et il sera comblé par la Russie ou par la Chine. Je ne pense pas que ce soit correct. Je ne pense pas que la Russie ou la Chine soient en position de combler un quelconque vide. Je veux dire, la Chine est-elle prête à déployer une marine hauturière dans le golfe Persique, dans l'Indo-Pacifique? La réponse est non. La Russie ne dispose pas d'une marine hauturière digne de ce nom qui pourrait être déployée dans cette région. Ils n'ont pas d'aile expéditionnaire. Certes, la Russie a envoyé un contingent aérien expéditionnaire en Syrie, mais ce n'est pas quelque chose qui pourrait être facilement reproduit, surtout avec le conflit en Ukraine en cours actuellement. Donc je dirais simplement que la Russie et la Chine vont adopter une attitude attentiste. Ils vont surveiller la situation de près, mais ils ne vont pas s'impliquer pleinement de sitôt. Pour conclure, Scott, cette session, je pense que la question serait, mon principal doute, est de savoir comment la Russie et la Chine percevraient l'attitude des États-Unis lors des négociations avec l'Iran et d'autres pays qu'ils attaquent. En d'autres termes, lorsque vous négociez avec les États-Unis, vous êtes plus proche d'une guerre avec eux que si vous ne négociez pas. C'est le défi ultime lorsqu'il s'agit de traiter avec les États-Unis à notre époque. Je pense que l'époque où l'on pouvait s'asseoir avec les États-Unis et parvenir à un résultat mutuellement acceptable et bénéfique appartient à la diplomatie d'autrefois. Je ne pense pas que l'administration Trump soit capable de mener ce type de diplomatie. Au lieu de cela, je pense que ces nations doivent attendre l'administration Trump. Plutôt que de mener le cheval à l'eau, il faut simplement attendre que le cheval y aille de lui-même. Je pense que c'est ce qui doit se passer ici avec les États-Unis. Les structures traditionnelles de la diplomatie ne tiennent plus. Ce qui doit se passer, c'est que la Russie, la Chine et toute personne traitant avec les États-Unis doivent prendre du recul et simplement observer ce qui se passe. Ils peuvent essayer d'influencer en périphérie, mais il ne faut pas s'engager à fond avec les États-Unis, car ce serait une expérience très frustrante. Il faut laisser les États-Unis arriver eux-mêmes à un point de décision. Et si ce point de décision correspond à ce que vous souhaitez, alors vous pouvez intervenir et consolider cette position. Mais il est presque impossible d'avoir des négociations globales avec les États-Unis en ce moment, parce que nous n'avons pas, je veux dire, à ce stade, nous passons de l'hégémonie américaine, du monde unipolaire américain, à un monde multipolaire très complexe. Cela signifie qu'on pourrait penser que votre département d'État devrait être élargi et que le nombre d'experts recrutés devrait augmenter afin de pouvoir gérer ces niveaux de complexité exponentiellement croissants
qui existent dans le monde aujourd'hui. Au lieu de cela, les États-Unis sabrent dans le département d'État en réduisant radicalement ses effectifs. Ainsi, là où nous avions normalement un expert identifié pour chaque domaine, c'est d'ailleurs assez amusant de relire l'annuaire du département d'État des années 90, ou d'examiner ces différentes organisations et les réunions qui s'y tiennent. On constate que nous avions un ambassadeur adjoint chargé de l'exploration océanique dans l'Indo-Pacifique. Oceanic exploration in the Indo-Pacific. Cool. That means there's a staff. That means Génial. Ça veut dire qu'il y a une équipe. Ça veut dire qu'il y a quelque part en Amérique un expert en exploration océanique dans l'Indo-Pacifique. Quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle, qui a probablement voyagé dans la région, rencontré tous les acteurs principaux, a le carnet d'adresses. On n'utilise plus de carnet d'adresses papier, mais il a tous les contacts. Donc si un problème survient et que le président dit « Je veux en savoir plus sur l'exploration dans l'Indo-Pacifique », il y a un gars qui répond « Je suis votre homme ». Et il peut décrocher le téléphone et parler aux bonnes personnes. Il sait comment s'y prendre, rédiger les notes, le mettre au courant. On n'a plus ces gens-là dans aucun domaine. Ils ont tout supprimé. They've just slashed everything. And so what we end up with is Steve Witkoff. Et donc, ce qu'on se retrouve avec, c'est Steve Witkoff. Not a bad guy. Ce n'est pas un mauvais type, je ne m'en prends pas à lui, mais il n'est expert en rien. C'est un gars de l'immobilier à New York. When it comes to foreign, Mais en matière de politique étrangère et d'histoire du monde, il ne sait rien. or we get Keith Kellogg. Ou alors on a Keith Kellogg, juste, vous savez, un type dépassé qui ne sait rien non plus. Et ils sont là à fausser le terrain avec leurs propres insuffisances. Et il n'y a pas de relève, il n'y a pas de banc, il n'y a personne vers qui se tourner. Donc, quand ils arrivent et qu'ils échouent, qu'ils cafouillent, c'est pas comme si on pouvait dire « Bon, faisons entrer le numéro 32 du banc ». Il n'y a pas de banc, on est coincé avec ces gens-là. Ce gamin attardé est président, il fait juste n'importe quoi. And this man-child is president who's just doing whatever, and a secretary of state who literally is Et un secrétaire d'État qui littéralement se positionne pour se lancer dans la course à la présidence. Donc il est là, vous savez, à appuyer sur tous les bons boutons sionistes. Un vice-président qui, franchement, je ne sais pas trop ce qui se passe de ce côté-là. J'attendais un engagement beaucoup plus fort de la part de J.D. Vance sur les questions importantes. Et il semble simplement qu'il joue la carte de la prudence et de la discrétion pour l'instant. Mais encore une fois, ce n'est pas ainsi que la politique devrait être élaborée. Il devrait y avoir un conseiller à la sécurité nationale, indépendant. Là, c'est Marco Rubio qui fait office de conseiller à la sécurité nationale. Cela signifie qu'il assure la coordination des politiques tout en étant secrétaire d'État. policy coordination while he's the Secretary of State. Do you understand how unbalanced that is? Comprenez-vous à quel point c'est déséquilibré? Que le secrétaire d'État soit aussi le conseiller à la sécurité nationale. Normalement, lors d'une réunion des principaux responsables, le conseiller à la sécurité nationale dit quelque chose comme « Merci, monsieur le secrétaire d'État. Monsieur le secrétaire à la Défense, qu'avez-vous à dire? D'accord, c'est noté. Je vais devoir y réfléchir. Monsieur le secrétaire au Trésor, qu'avez-vous à ajouter? Mais maintenant, c'est plutôt « secrétaire d'État, c'est moi. Ah oui, je suis la seule voix qui compte parce que je suis aussi le conseiller à la sécurité nationale. Donc, pour les autres, circuler, rentrer chez vous, c'est à prendre ou à laisser. Et c'est apparemment ce que fait Marco Rubio. Et encore une fois, il n'y a pas de personnel. Rubio's doing. And again, there's no staff. It used to be the principals would go down to the deputy. Autrefois, les principaux responsables descendaient vers les adjoints, vous savez, le secrétaire d'État adjoint, et ils dirigeaient une réunion des adjoints. Ensuite, la réunion des adjoints créait différents groupes de travail interministériels, et c'est là que les hauts responsables intervenaient. Chacun de ces groupes avait un sous-groupe de travail, et les sous-groupes pouvaient chacun avoir, par exemple, une équipe Tigre. Vous savez, l'équipe Tigre, c'est là qu'on trouve les vrais experts qui s'occupent de toutes les subtilités. Ils font remonter leurs travaux, les transforment en politique, les peaufinent un peu, les font remonter à nouveau,
les transforment en grandes stratégies, les font remonter encore, et voilà. Et avant même de s'en rendre compte, on a une politique. Cela demande beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Ce qu'on a en ce moment, c'est une bande de, vous savez, grands enfants qui traînent dans le bac à sable, chacun jouant dans son coin. Il n'y a vraiment personne. Ils sont juste là à jeter du sable partout. Et puis il y a le secrétaire d'État qui dit « Je vous rejoindrai bien ». Mais en fait, je suis le conseiller à la sécurité nationale et je suis le seul qui compte. Donc, amusez-vous dans le bac à sable pendant que je vais voir le président, Coy, qui n'a aucune idée de ce dont il parle. Franchement, à quel point le président est-il mal informé? J'ai fait la paix entre, vous savez, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, l'Albanie. Non, c'était l'Arménie, mais c'est pas grave. Bon sang. Bref, voilà où on en est. On n'a aucune capacité à faire de la politique aujourd'hui. Aucune. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt. Au revoir.